Est-ce que je peux avoir les diapos ou est-ce que c'est la pause? Merci. Mesdames les présidentes, mesdames, messieurs, c'est toujours un plaisir pour moi d'être en Tunisie, ça va de soi, et je remercie les organisateurs. Je les remercie un tout petit peu moins de me faire présenter deux topos si peu différents entre jeudi. J'ai bien compris que c'était plutôt la FEMGO, et aujourd'hui, j'ai bien compris que c'est plus la société tunisienne, mais je suis navrée pour tous ceux qui sont dans la salle et qui m'ont déjà entendu jeudi. Le sujet est quand même extrêmement proche du précédent. Faut-il continuer à faire des inséminations intra-utérines? Le sujet de jeudi était place des inséminations intra-utérines en infertilité inexpliquée. Alors, pourquoi on peut se poser légitimement cette question? Parce qu'en faveur des inséminations, il y a leur facilité, c'est un vieux geste assez facile, leur accessibilité et leur faible coût. Contre les inséminations, il y a le faible taux de succès et la plus mauvaise maîtrise du risque de grossesse multiple. Alors, quand on regarde les données, par exemple, de l'Échereux, celles que collecte régulièrement Jacques, on voit que les inséminations en intraconjugal sont en diminution. Vous le voyez, 167 000 en Europe, ce sont les chiffres qui ont été présentés à l'Échereux à Genève cette année, alors que la FIV et l'ICSI, elle, augmente. Et on voit aussi un taux de succès, en taux d'accouchement, de l'ordre de 9%, alors qu'en accouchement, en FIV-ICSI, on est plutôt à 20%, et quand on compte les embryons congelés et les grossesses supplémentaires, à 27%. Et on voit aussi que ce taux se maintient stable. Vous avez en bleu les inséminations avec sperme de donneur, en vert les inséminations conjugales, et on voit que le taux de grossesse se maintient stable, autour de 9% d'accouchement. Je n'ai pas les données mondiales, j'espère que Jacques nous les donnera, mais là, sur les inséminations, nous ne les avons toujours pas. Donc, en clair, en 2017, les inséminations sont remises en cause. Et si on revient aux résultats français, à ceux qui viennent d'être publiés par l'Agence de biomédecine tout récemment en 2017, mais qui portent bien sûr sur 2015, le temps que les bébés soient nés et qu'on ait eu tous les derniers résultats. Donc, pour 2015, comme vous le voyez, en France, le taux d'accouchement en insémination, c'est à peu près 10%, 9,98 exactement, alors qu'en FIV-ICSI, on est autour de 19 à presque 20%, sans compter les grossesses issues des embryons congelés. Donc, le rapport coût-efficacité, il semble franchement en faveur de la FIV plus que de l'insémination. Le rapport bénéfice-risque, quand on regarde le taux de grossesse multiple, on s'aperçoit que contrairement aux idées préconçues, le taux de grossesse gémellaire est moindre en insémination en France, presque 10%, versus la FIV 14%, et qu'il y a à peine plus de grossesse triple, 0,3 versus 0,1. Quant au coût, chez nous et hors médicaments pour l'acte, la FIV est à 3 500 € et l'insémination à 500 €. Cela dit, sous certaines conditions, on peut avoir des taux de succès supplémentaires. Et nous avons regardé à l'occasion de ce congrès sur nos 3 dernières années, non les 2 dernières parce que je voulais les derniers accouchements, donc 2014-2015, on arrive à un taux d'accouchement de 17,5% dont on est fier, mais à un taux de gémellaire nettement plus élevé. Alors, la comparaison, honnêtement, entre insémination et FIV et la réponse à la question « faut-il continuer à faire des inséminations ?» elle est complexe. Et ce n'est pas moi qui le dis, depuis 3 ans, c'est une idée qui traîne dans les congrès et qu'avait très très bien exprimé Lofer. La plus grande étude randomisée, l'étude américaine, annonce un taux de 33%. L'étude hollandaise de Steres dit au contraire, c'est un taux de stimulation gonadotrophine insémination 6%, la même chose que la nature, donc ça ne vaut pas la peine d'en faire. Tout tient dans la philosophie de l'insémination. Et il y a des philosophies extrêmement différentes. La philosophie américaine, elle est très agressive. On stimule, on a des grossesses, un risque d'hyperstime, un risque de grossesse multiple, mais un bon taux de naissance. L'approche hollandaise, il n'y a pas peu de grossesses multiples, pas d'hyperstime, mais pas beaucoup de grossesses non plus. Donc les conclusions de cette analyse sont claires, on pourrait arrêter là le topo. Finalement, si on veut des grossesses en insémination, il faut stimuler. Si on stimule, on a des risques tant de grossesses multiples que d'hyperstime, donc ne faisons plus du tout d'insémination. On va quand même essayer d'aller un peu plus loin. La comparaison économique, dans les années 2000, c'était de dire que finalement, ça revenait au même, une grossesse obtenue en insémination, peut-être un peu plus d'insémination, un peu moins de grossesse, mais finalement des taux en prix qui revenaient strictement au même. Sauf que ces données ont été remises en cause, l'étude de Rennes-Dollard, étude prospective avec un taux de grossesse de 30% en grossesse évolutive, ayant passé les 12 semaines, donc presque d'accouchement, contre 7% en insémination clomifène et 9,8% en insémination gonadotrophine. Donc Rennes-Dollard concluait, il faut directement passer à la FIV, on fait dépenser de l'argent aux femmes pour rien en faisant des inséminations. Sauf que
Sauf que cette étude, quand on la lit bien, c'est une étude qui n'est pas extrapolable aux autres systèmes de santé en dehors de l'Amérique. La FIV à 10 000 $ minimum, l'insémination à 2 500 $, ça fait un peu rêver. En tout cas, on ne peut rien en extrapoler. Et en Hollande, Van Runst, en 2014, a publié aussi qu'on avait le même taux de grossesse avec une FIV avec transfert d'un seul embryon plutôt que 3 inséminations, mais quand on lit bien l'article là encore, on découvre qu'en fait c'est une stimulation extrêmement faible et avec presque 50% pour la FIV et presque 50% de grossesse. C'est pas tout à fait honnête. Et de toute façon, on a abouti à cette conclusion qu'en matière de bénéfice-risque, de coût-efficacité, on arrive dans les années 2013, le NICE, le rapport anglais, conclut « Il ne faut plus faire d'insémination pour les infertilités inexpliquées, il faut, dès 2 ans, passer directement, exclusivement à la fécondation in vitro ». Sauf que ces recommandations qui supprimaient effectivement l'insémination ont suscité un énorme émoi dans la communauté anglaise et que seuls 40% des praticiens anglais étaient d'accord pour y obéir. Et que depuis 2013, un certain nombre de publications sur les inséminations sont parues pour tenter dans la majorité de réhabiliter l'insémination, bien que certaines continuent à plaider pour la FIV. Alors d'abord, on a les Cochrane 2015 et 2016. Mais en fait, elles sont assez frustrantes. Tout ce qu'on peut en déduire de la Cochrane sur la FIV et l'infertilité inexpliquée, c'est que si vous comparez la FIV à une insémination avec une stimulation par gonadotrophine sur une femme naïve qui n'a encore eu aucun traitement, ben finalement, il n'y a pas de différence. Et donc, c'est égal de faire une insémination, donc plutôt en faveur de l'insémination. Par contre, si la même femme a déjà eu des stimulations avec du clomifène, là, il n'y a pas du tout intérêt à la reprendre en stimulation gonadotrophine, il vaut mieux passer à la FIV. Donc les conclusions de des Cochrane sont assez décevantes, et je dis volontiers comme toujours, parce qu'elles se concluent toujours, parce que les études sont insuffisantes et il faut de nouvelles études. En tout cas, 2 études sont parues pour réhabiliter les inséminations qui valent la peine qu'on en parle en 2015 et en 2016. Celle de Ben Stort, c'est une étude randomisée hollandaise, c'est intéressant là, sur des couples qui ont soit une infertilité inexpliquée, soit une infertilité masculine légère. Et vous voyez que le taux de succès après 3 cycles de FIV avec un seul embryon, 6 cycles de FIV en cycle naturel modifié ou 6 inséminations, on voit très bien que les résultats sont en faveur soit de la FIV, soit de l'insémination. La seule chose qu'il ne faut pas faire, c'est la fameuse FIV-NAT. Et l'étude économique de la même étude conclut que finalement, quand on compare les coûts, le coût de l'insémination est moins cher, ou à l'inverse celui de la FIV est plus cher, et donc il recommande le recours aux inséminations. Et donc on arrive 2016, 3 ans après le NICE, avec des articles qui disent il faut changer les recommandations du NICE, ça nécessite complètement de rechanger, l'insémination doit revenir la première ligne de traitement pour l'infertilité. Alors, comme je le disais, on est en 2017. Comment se retrouver ? Mais je pense qu'il faut se retrouver en comparant ce qui est comparable. Il est clair qu'il n'y a pas une catégorie de stimulation de l'ovulation-insémination. Il y a la philosophie, mais il y a surtout les indications et la population traitée, l'âge de la femme, le type d'infertilité. Or, en fait, les taux de succès actuels, quand on prend les publications de ces dernières années, l'âge revient à peu près tout le temps. Le tour de taille, c'est plus moderne, la durée d'infertilité, la grossesse antérieure, les dysovulations, la durée d'infertilité, la parité. Et quand on reprend une dia ancienne que j'ai retrouvée dans mes vieux topos, là on remonte plutôt, bon, qu'est-ce qu'on trouvait ? Eh bien on retrouvait exactement la même chose, la stimulation de l'ovulation, le nombre de follicules, l'âge de la femme et la durée de l'infertilité. Donc là, on n'a franchement pas évolué. Donc en 2017, on peut dire oui aux inséminations à la condition que les indications soient correctes. Infertilité inexpliquée, d'accord, mais un test postcoïtal négatif, c'est la seule indication restante du test postcoïtal. Endométriose à trompe saine, cela va de soi. Masculine relative, j'aurais dû mettre en surgras relative. Nous avons en France le guide des bonnes pratiques qui nous dit qu'on ne doit pas faire d'insémination si au test de migration on n'a pas 1 million de spermatozoïdes mobiles, on ne parle pas de la tératospermie, il va de soi qu'il faut en parler. La durée d'infertilité, là aussi les données sont pourtant anciennes, Nioja et Tunen, pas au-delà de 3 ou 4 ans d'infertilité. Sinon l'infertilité est grave, sévère, ancienne, il faut passer à la FIV et il faut une stimulation de l'ovulation.
Et je rejoins tout à fait les données de la Cochrane avec stimulation par gonadotrophine, même si tout récemment à l'Échereux, on nous a montré 2 études tentant de réhabiliter le citrate de clomifène. Ne pas s'acharner, alors ça c'est absolument fondamental, on ne doit plus voir 6 inséminations, même si chez nous en France, 6 inséminations sont remboursées. Ça n'a pas de sens. Les taux de succès surviennent dans les 3 à 4 premières inséminations et certaines études, comme la dernière que je vous montrerai, montrent même dans les 2 premières. Et puis sur des femmes jeunes. Alors, la réhabilitation du test postcoïtal, je ne tiens pas à le réhabiliter de façon générale, loin de moi ça. On avait dit dans les recommandations du collège qu'il ne fallait plus le faire systématiquement, et certains ont retenu ne plus le faire. Non, le faire uniquement dans une seule indication, si vraiment l'infertilité est inexpliquée. Et on avait vu avec plaisir qu'une publication anglo-saxonne parue après les recommandations du collège, donc non utilisée, Fertile Stérile 2011, le réhabilitait effectivement. La durée d'infertilité, j'insiste parce qu'il faut vraiment poser les bonnes questions au couple. Ce n'est pas depuis combien de temps voulez-vous un bébé, c'est quelle contraception aviez-vous avant. Parce que quand le couple vous dit « Ah oui, mais mon mari se retire depuis 10 ans », l'accident aurait dû arriver. Le couple est beaucoup plus profond comme infertilité que l'année qu'il vous annonce « Non, on veut un bébé depuis 2016 ». La stimulation, ça c'est clair, ne pas s'acharner, je l'ai dit. Alors, la stimulation. Je n'ai pas honte de mes résultats, donc je vous les montre. Selon le taux d'estradiol, regardez, quand on a moins de 500 picogrammes par ml le jour de l'HCG, c'est-à-dire en gros qu'on a une stimulation monofolliculaire, 12% d'accouchement. Vous allez me dire c'est déjà mieux que la moyenne française. Ouais. L'estradiol supérieur à 500, 23%. Et on revoit exactement la même chose selon qu'on ait un follicule ou supérieur à 2 follicules. Et je n'hésite pas à dire que moi j'accepte de déclencher sur 3 follicules si la dame a juste 37 ans ou si elle est vraiment à la limite des 3-4 ans de durée un peu plus longue. Alors, le grand écueil, je suis d'accord, ce sont les grossesses multiples. 1, c'est bien, 2, c'est plutôt non, 3, jamais. Alors, est-ce qu'on peut les prévenir? Il y a une étude toute récente de Berkowitz qui a essayé de dire quelles sont les femmes qui ont le plus de risques de grossesse multiple, parce que c'est ça ce qu'on voudrait. Et il le dit pas mal, ce sont les femmes qui ont déjà eu au moins une grossesse et qui ont plus de 3 follicules à 15 mm le jour de l'HCG. Mais ce n'est pas toutes les femmes qui ont 3 follicules supérieurs à 15 le jour de l'HCG, c'est parce qu'elles ont déjà prouvé leur fertilité antérieure. L'âge, alors ça, l'âge c'est fondamental. Je me les avais montrés, mais 3 études bien construites. L'étude randomisée, la première, c'est celle de Rennes-Dollard. Regardez, si on a des femmes de 38 à 42 ans, quand on compare l'insémination et la FIV, les chiffres sont clairement en faveur de la FIV. L'étude suivante était l'étude de Wieser, c'est une rétrospective, on peut dire que c'est un peu moins bien. Elle avait quand même le mérite, même rétrospective, de dire il ne faut plus donner du citrate de clomifène, c'est omitted sur les patientes après 40 ans. Et chez nous, en tout cas, je dois dire qu'on voit toujours des médecins qui ont donné à titre placebo, comme ça, on va voir 40 ans, infertilité inexpliquée, ils font quand même du clomide. Ben non, cette étude le montrait bien, il ne faut pas. Et puis la dernière, l'étude de Goldman. L'étude de Goldman, randomisée et bien construite, où vous le voyez aussi, le taux de succès est toujours en faveur de la FIV, mais on est toujours chez des femmes de plus de 38 ans. Alors chez les femmes les plus jeunes, chez lesquelles je pense qu'il reste une place pour l'insémination. Et il continue quand même à y avoir des articles comme Casper qui disent non, non, il faut passer à la FIV même chez les femmes jeunes. Alors c'est un article canadien. Regardez quand même la dernière ligne. Il annonce un taux de grossesse multiple de 32% en insémination. Ah bah oui, là c'est du délire. Effectivement, dans ces conditions, on comprend qu'ils disent « faut pas faire d'insémination ». Et une FIV qui est 10 fois plus chère que l'insémination. Non mais là, d'emblée, on comprend qu'on est un peu du délire. Des études plus récentes sur les femmes jeunes concluent complètement en faveur de l'insémination. L'étude de Gessler, c'était un jeu de mots, on l'avait dit sur le Mr. Nice, ce sont sur des femmes d'âge moyen de 33 ans. 851 couples, mais 1688 cycles, ça commence à compter. Taux cumulatif de naissance, 34,9, taux de grossesse multiple, 5,4. Et lui, il insiste sur plus de 90% des naissances sont obtenues dans les premiers cycles. Et donc la conclusion de l'étude, c'est que bien sûr, c'est un bon traitement pour les femmes jeunes et il faut continuer à les faire avant de passer à la FIV pour les patientes jeunes. Une autre étude qui est parue cette année, c'est une étude de Chun Kon-Fat aussi. C'est une étude randomisée, 408 couples, vous la voyez aussi, sur des femmes jeunes. Taux de grossesse évolutive en FIV, 60%, mais en insémination, 57%. Taux de grossesse multiple, 6 et 7%. Durée moyenne, parce qu'on nous dit oui, mais c'est trop long l'insémination.
durée moyenne 8 et 8,39. Donc, en conclusion, pour les auteurs, il n'y a pas de raison sur une femme jeune qui a une bonne indication, et là c'était de l'infertilité inexpliquée, de ne pas utiliser les inséminations. Alors, ne pas s'acharner, c'est sûrement aussi un des mots-clés. Je ne suis pas sûre que 2, mais nous, on en fait volontiers seulement 3. On était à 3, 4, et on oscille vraiment maintenant sur Saint-Cloud sur 3 plutôt. Alors, le renouveau, c'est vrai que c'est amusant, on ne parlait plus des inséminations, et à Genève, on a vu refleurir à l'Échereux les communications qui parlaient d'insémination. Alors, je ne suis pas d'accord avec toutes, je ne vous le cache pas. L'étude de Danoff, par exemple, et l'autre étude qui tendait à réhabiliter le citrate de clomifène. La Cochrane, elle est quand même, et la méta-analyse, complètement en faveur de stimuler pour de vrai, et avec des gonadotrophines, et non pas de stimuler avec du citrate de clomifène. Donc, si on essaye de conclure, est-ce qu'il reste des arguments en faveur de l'insémination en 2017 ? Je suis d'accord que chez la femme les plus âgées, alors la limite 38-42, il y a un projet à l'heure actuelle de recherche de Jean Parinaud en France, auquel on participe pour, à partir de 37, voir si c'est plus efficace dans la fertilité inexpliquée, l'insémination ou la FIV. Dans mon service, on ne fait plus, je vous en reparlerai sur la femme de 40 ans, d'insémination après 38 ans, c'est FIV obligatoire. L'aspect financier, tout dépend de ce qu'on considère, tout dépend du taux de succès qu'on prête, de même que pour les grossesses multiples. Regardez les données de la France ABM 2017. Taux d'accouchement, c'est 10% en insémination, 20% en FIV. Attention, c'est faux, c'est 25 parce qu'il faut tenir compte des grossesses obtenues grâce aux embryons congelés. C'est quand même un écart qui est minimum du simple au double, un peu plus si on tient compte des embryons congelés. Par contre, la FIV est quand même 7 fois plus chère. Ensuite, c'est vrai que si, comme l'assurance maladie en France, l'assurance maladie prend en charge tant l'insémination que la FIV, on ne fait pas dépenser de l'argent pour rien et on fait des couples heureux à moindre frais en faisant des inséminations. Alors, mon ami Israël Nizam m'a fait une objection que je reçois. Il m'a dit, oui, mais tu vas sélectionner des femmes, tu vas imposer à des femmes, puisque sélectionner, qui vont subir l'échec. Je suis d'accord, c'est un bon argument, mais on ne fera pas beaucoup d'échecs. Quand on en fait 2 ou 3 sur une femme jeune et qu'on lui dit d'emblée, ne vous inquiétez pas, on se donne 3 cycles, dans 3 cycles vous n'êtes pas enceinte, on se revoit et on passe à la FIV, je pense que ça passe nettement mieux. Quant au risque de grossesse multiple, alors loin de moi l'idée de le nier, mais regardez quand même les résultats français moyens. Nous, on a 10% d'accouchement, mais on a aussi un taux d'accouchement multiple qui est de l'ordre de 10, alors qu'en France, le taux d'accouchement multiple reste plus élevé en FIV. Ça veut dire qu'avec une stimulation raisonnable, on peut quand même avoir un taux de grossesse multiple que je qualifierais aussi de raisonnable. Enfin, il est vrai quand même que l'insémination, elle est disponible partout. Nous avons, comme laboratoire autorisé à pratiquer la préparation de sperme en France, il y a 195 centres d'insémination versus 102 en France. Alors malheureusement chez nous, il faut une autorisation pour les laboratoires et le clinicien qui stimule et fait l'insémination n'est pas obligé ni d'être autorisé ni d'être répertorié, ce qui fait que oui, il se fait encore des inséminations dans des conditions qui ne sont pas optimales, c'est vrai, et où on pourrait faire mieux et améliorer les taux de succès. Pénibilité du côté de la femme. La FIV, elle vient minimum 3 à 5 fois. Elle a, quel que soit le protocole utilisé, une dizaine à une vingtaine d'injections sous-cutanées. Elle a une ponction, quelle qu'en soit l'anesthésie, un transfert. En insémination, en général, la femme vient 1 à 3 fois maximum le matin pour les dosages et les échos. Et puis, le dernier argument qu'on peut recevoir aussi, en insémination, la fécondation a lieu in vivo, ce qui serait plus compatible avec les croyances de certains couples. Alors, pour être tout à fait honnête avec vous dans nos bons taux de succès et dans l'explication peut-être des grossesses multiples, à Saint-Cloud, on demande toujours aux couples d'avoir un rapport le soir de l'insémination. Bien sûr, on demande l'abstinence à partir du soir de l'HCG, mais on leur dit, avec une petite phrase qui est en général, vous ne saurez comme ça jamais si c'est nous ou si c'est vous. L'essentiel, c'est que vous soyez enceinte. Et ça ne déplaît pas aux couples, effectivement. Donc, je conclus que la prise en charge d'une infertilité inexpliquée ou masculine relative, chez les femmes les plus âgées, c'est sûr que la plus efficace, c'est la FIV et qu'il faut insister pour l'expliquer aux patientes et ne pas leur faire perdre de temps. Mais que chez un couple jeune, jamais médicalisé, 3 à 4 maximum, inséminations feront perdre au plus 4 à 6 mois s'il y a un cycle où elles sautent, mais il n'y a aucun argument formel pour ne pas les réaliser. Si le test postcoïtal est négatif, si le couple est informé, si le couple demande à passer directement en FIV, nous acceptons. Et ils savent tout sur la pénibilité des 2 techniques. Et je vous remercie de votre attention.